Violences qui interviennent alors que les Américains se sont retirés, qu'une grave crise politique secoue aujourd'hui le pays. Les tensions intercommunautaires sont à nouveau très fortes. Alors peut-on craindre une nouvelle guerre civile? Eh bien c'est la question que nous poserons ce soir à nos invités. Je vous les présente. Antoine Basbous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur également de cet ouvrage que je présente, le Tsunami arabe, et c'est aux éditions Fayard. Avec nous Michel Goya, bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, historien, auteur de L'Irak, les armées du chaos, et c'est aux éditions Economica. Et avec nous Chadi Chlela, bonsoir Chadi, vous êtes grand reporter à France 24. Et avec James André, eh bien, vous avez sillonné l'Irak, vous êtes notamment allé dans les provinces chiites, sunnites et kurdes, où vous avez pu mesurer les tensions entre les différentes communautés. Alors l'Irak, après l'Amérique, c'est un document exclusif France 24. Ain al-Assad est l'une des plus grandes bases militaires d'Irak. Ce vaste complexe aérien de 60 km² compte 2 pistes d'aviation et un réseau de bunkers souterrains dans lesquels Saddam Hussein cachait ses avions de chasse. Au plus fort du conflit, plus de 16 000 soldats américains étaient stationnés ici. C'était le point d'entrée de la coalition en Irak. Tous les GI qui ont servi dans le pays sont passés par cette base. Aujourd'hui, les Américains vident les lieux. L'armée américaine remet la base Al-Assad au camp irakien. La cérémonie ne dure que quelques minutes. Une signature, quelques photos, et on hisse les couleurs. Très vite, on repasse aux aspects plus pratiques du transfert, notamment l'inventaire. Les Américains repartent avec tout le matériel militaire. Ils laissent les baraquements et les bureaux en état de fonctionnement. Ça, c'est la clé des hangars. Les Irakiens récupèrent une base aérienne opérationnelle, mais sans avion. Actuellement, il nous manque beaucoup d'avions de chasse et d'avions de reconnaissance. Toute l'aviation de Saddam avait été détruite durant l'invasion américaine. Des carcasses de chasseurs sont d'ailleurs encore visibles aux abords de la base. Un arsenal qu'il va falloir reconstituer. Côté américain, on se doit d'être convaincu que la mission est accomplie. Ces militaires affirment donc à l'unisson que l'Irak est prêt à se prendre en main. Ils ont une vraie tradition démocratique ici, depuis plusieurs années. Maintenant, leur défi, c'est de maintenir ce cap et de rester unis en tant que nation en acceptant leur diversité culturelle pour former un seul État irakien. Après 9 ans de guerre et d'occupation, les Américains se retirent sous haute protection. Les autoroutes sont bloquées pour laisser passer des convois, encadrés par des hélicoptères de combat. Un départ qui laisse un grand vide, aussi bien politique que sécuritaire. Si la majorité des habitants se réjouissent du retrait, le retour à la normale dans les rues de Bagdad cache de profondes divisions entre chiites et sunnites. Même les forces de sécurité affichent leurs convictions religieuses et donc politiques. La plupart des checkpoints arborent les portraits de l'imam Hussein ou des drapeaux chiites. Direction Sadr City pour voir ce qu'il reste de l'armée du Mahdi, la milice chiite contrôlée par Moqtada al-Sadr. Nous sommes escortés par l'un des membres de l'organisation. C'est l'Ashura, ce pèlerinage chiite interdit sous Saddam commémore le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet à Kerbala. Des milliers de jeunes hommes défilent devant le siège du parti sadriste en se flagellant avec des chaînes. Il n'y a pas une arme en vue, pourtant il s'agit bien d'une démonstration de force. L'armée du Mahdi, ce n'est pas une organisation avec carte de membre, ni une milice comme certains le prétendent. L'armée du Mahdi, ce sont eux qui défendent la vérité, qui se battent pour cette vérité et qui combattent les Américains. C'est ça l'armée du Mahdi. Tu les as devant toi aujourd'hui. Au son du latmiya, la musique traditionnelle de flagellation, les esprits s'échauffent. Certains vont jusqu'à se couper le cuir chevelu avec des sabres pour marquer leur dévotion au chiisme et à la cause de Moqtada al-Sadr. On t'aime, Imam Hussein, dans la vie et dans l'au-delà, les États-Unis et Israël. On va les découper en petits morceaux avec l'aide de Dieu Tout-Puissant.
Le parti sadriste compte 41 députés qui siègent au Parlement irakien. Sa branche militaire, l'armée du Mahdi, est officiellement dissoute. Pourtant, Ibrahim El-Jabiri, le représentant de Moqtada al-Sadr à Bagdad, n'hésite pas à évoquer la lutte armée. Nous disons aux responsables de la sécurité de ce pays, nous sommes avec vous si vous voulez contrer n'importe quelle attaque d'Al-Qaïda. Ce vent jaune issu des chars et des avions américains, avec la force de la résistance menée par Moqtada al-Sadr, ils vont disparaître. Si les chiites sont si déterminés à se défendre, c'est qu'ils ont été persécutés sous l'ère de Saddam Hussein. Après la chute du dictateur, chiites et sunnites se sont opposés dans une sanglante guerre sectaire. Certains membres des deux confessions ont dû fuir leur maison. C'est le cas de ce chauffeur de taxi chiite qui a souhaité garder l'anonymat pour éviter les représailles. Nous l'appellerons Ali. Il a fui la ville d'Abu Ghraib il y a 4 ans avec sa famille. Dans cette province à majorité sunnite, la situation était devenue trop dangereuse. Avec l'occupation américaine, ils ont cultivé le confessionnalisme dans le pays. Et nous avons dû fuir nos régions. Il y a eu des gens qu'on ne connaissait pas, des milices. Je ne peux pas dire qui c'était. Il n'y avait plus de sécurité. On sortait, on ne savait pas si on allait rentrer. Ali nous assure posséder une belle ferme à Abu Ghraib, où il élevait des volailles. Aujourd'hui, il habite ici, à Mashtal, un quartier défavorisé de la banlieue de Bagdad. Une ancienne base militaire où se sont installés les chiites qui ont dû fuir les provinces à majorité sunnite. Depuis 4 ans, Ali vit dans ce taudis, avec sa femme et ses 8 enfants. C'est difficile. On est 10 dans la famille. Je travaille, je fais le taxi. Des fois ça paye, d'autres fois non. Les 6 enfants qui sont là sont à l'école. Celui-là et celui-là. La vie est difficile. Regarde, il y a de la terre qui nous tombe dessus. Ali n'est jamais retourné à Abu Ghraib. Selon lui, la ville reste trop dangereuse. Elle est située dans la province à majorité sunnite d'Al-Anbar, à l'ouest de Bagdad. Nous nous y rendons. Ici, il faut une escorte pour circuler en sécurité. Pendant la guerre, la région était un bastion d'Al-Qaïda, à une époque dont les stigmates sont encore bien visibles. Aujourd'hui, le gouverneur doit inaugurer ce pont qui a sauté en octobre 2009. Route barrée, checkpoint, rien n'est laissé au hasard. Bonjour, c'est moi le colonel. La voiture derrière, c'est le conseiller de communication et ensuite vous fouillez tous les autres véhicules. La police et l'armée sont présentes en masse. Le gouverneur d'Al-Anbar, Qassam Mohamed, arrive, entouré d'une escorte massive. L'autoroute est bouclée et des pick-up chargés de mitrailleuses lourdes gardent tout le périmètre. Le gouverneur a déjà été victime de 4 tentatives d'assassinat. Il a perdu une main et utilise une canne pour marcher. La dernière attaque remonte à novembre 2011. Il a dénoncé publiquement l'implication de l'armée du Mahdi. Ce pont a été détruit par les terroristes, pas par les milices armées. Parce qu'il existe d'un côté des milices armées patriotes et de l'autre côté des terroristes. Mais je n'accepte pas l'idée qu'un patriote détruise les infrastructures de son pays. Parmi les groupes armés que le gouverneur considère comme patriotes, il y a Al-Sahwa, ou le Réveil, une milice sunnite formée par les chefs tribaux qui a combattu Al-Qaïda aux côtés des Américains. Ces 3 chers font partie du commandement d'Al-Sahwa. Grâce à leur connaissance du terrain, ces hommes ont réussi à neutraliser la nébuleuse terroriste, une victoire qu'ils ont payée au prix fort. Ça, c'est le résultat du terrorisme. Regarde. Ils ont tué tous mes frères, 4 de mes frères. Et je ne parle pas de mes cousins et de mes oncles. Moi, je suis un peu mort à chaque fois. Chacun de ces chers dirige une tribu et est capable de mobiliser plusieurs milliers de combattants en quelques heures. Avec le départ des Américains, ils sont inquiets. Le souffle sectaire, je suis désolé de le dire, est très fort. Nos fils ont rejoint l'armée.
Mais quand tu regardes, le pourcentage de sunnites est négligeable par rapport à l'autre confession. Nous comptons sur Dieu pour nous protéger et sur nos armes pour nous défendre, comme on l'a fait au début. On a gardé toutes nos armes. On est prêt à regrouper nos forces et à nous battre avec les enfants qu'il nous reste. Comme l'armée du Mahdi, Al-Sarwa est officiellement démantelée. En réalité, les hommes et leurs armes ont simplement été transférés à la police de la province. Une véritable armée composée de vétérans de la lutte contre Al-Qaïda, équipée de pick-up et de Hummers blindés bardés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes. Cette unité s'appelle la brigade Abou Riché, du nom de famille de son vrai chef, le cheikh Ahmed Abou Riché. Il vit protégé dans cette forteresse. C'est une cible pour les organisations terroristes. La plupart de ses frères et son père ont été assassinés. Aujourd'hui, le cheikh se sent marginalisé par le gouvernement de Nouri al-Maliki. Si le gouvernement central continue sur cette voie, nous aurons le choix des provinces et des États fédéraux. Comme ça, nous serons à l'abri de la marginalisation exercée par le gouvernement. Et s'ils ne respectent pas la Constitution, ils vont perdre leur légitimité et il va leur arriver ce qui est arrivé en Libye, en Égypte, en Tunisie. L'autonomie, Salah ed-Din et Diyala, les deux autres provinces sunnites d'Irak, l'ont d'ores et déjà décrétée, contre l'avis du gouvernement de Nouri al-Maliki. Nous nous rendons à Salah ed-Din. Depuis que le gouvernement local a voté l'autonomie, l'armée irakienne s'est retirée de la province. Ici, à Touz-Kormato, 400 policiers sont seuls à assurer la sécurité d'une circonscription de 120 000 habitants. Une tâche impossible. Pourtant, pour le maire, l'autonomie du triangle sunnite est inévitable. En ce qui concerne les nominations, il y a marginalisation et il y a des pressions de Bagdad sur les provinces en Irak. Ils font exprès de prendre des décisions qui nuisent à certaines régions. Les problèmes de l'Irak ne finiront jamais si on ne fait pas de province autonome. Le modèle se trouve à quelques kilomètres de là, derrière ces montagnes. C'est le Kurdistan, première province réellement autonome. Un autre Irak. Erbil, sa capitale, est prospère. Elle dispose de son propre gouvernement et de sa propre armée, de 80 000 hommes. Une autonomie garantie par la constitution irakienne. Marginalisés, certains responsables sunnites aimeraient voir leur province suivre le même chemin, au risque de renforcer des divisions qui pourraient replonger l'Irak dans une sanglante guerre confessionnelle. Voilà, l'Irak après l'Amérique, document exceptionnel France 24 que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre antenne ce soir à partir de 21h40, heure de Paris. Chadi Chlela, vous avez tourné ce reporter avec James André. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez sillonné l'Irak, que le pays est aujourd'hui au bord de la guerre civile ? C'est un pays qui a été transformé par les Américains en base militaire, une base militaire avec des checkpoints partout. Les milices sont toujours là, les insurgés sont existent toujours. Il y a beaucoup de défis devant les Irakiens pour ne pas tomber dans le piège d'une guerre, d'une vraie nouvelle guerre entre Irakiens. Alors, d'après ce qu'on a vu de Bagdad à Al-Anbar, à Salah ed-Din, les provinces qui se sentent marginalisées sont prêtes à prendre les armes maintenant pour contrer... Alors, quelles sont ces provinces qui se sentent précisément marginalisées aujourd'hui ? Qui se disent marginalisées, ce sont des provinces à majorité sunnite. Quand on voit sur les checkpoints des drapeaux confessionnels d'une certaine confession, donc chiite en l'occurrence. On l'a vu dans votre reportage. Voilà, oui. Quand on voit ça, les gens se sentent un peu marginalisés, se sentent vraiment visés même, et ils craignent maintenant, avec le départ des Américains, un vide sécuritaire qui puisse dégénérer et se transformer en guerre confessionnelle entre Irakiens. Antoine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation s'est d'une certaine manière renversée ? Du temps de Saddam Hussein, c'était les sunnites qui dominaient le pays et qu'aujourd'hui, il y a eu un renversement de la situation et qu'on peut craindre une dictature chiite en Irak. C'est vrai que la minorité sunnite à l'époque de Saddam Hussein dominait le pays et marginalisait les chiites. Aujourd'hui, nous assistons à l'inverse, c'est-à-dire la majorité chiite reprend un peu les rênes, totalement, je dirais, les rênes du pouvoir et marginalise et prend une revanche sur ces sunnites-là. Avant, c'était Saddam Hussein. Aujourd'hui, c'est l'Iran avec al-Maliki, qui a vécu pendant plus de 25 ans d'exil
soit à Téhéran, soit à Damas, et qui fait un peu la jonction de cet arc chiite, de ce croissant chiite qui s'étend de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée et qui est aujourd'hui menacé par la révolte syrienne. Donc aujourd'hui, au lieu d'installer un état de droit dans lequel tous les citoyens seraient égaux et que la justice soit pour tout le monde et que les gens peuvent rentrer dans la fonction publique, militaire ou civile à égalité et qu'on oublie qu'on est sunnite, chiite ou kurde, eh bien l'Irak se fissure à nouveau. Rappelons-nous que la première scission de l'islam s'est produite à l'issue d'une guerre qui a eu lieu au cœur de l'Irak, à Karbala. C'est là où sont enterrés les fils de l'imam Ali. Donc il y a cette résurrection d'un conflit qui dure depuis 14 siècles au cœur de l'islam entre sunnites et chiites qui ressurgit aujourd'hui avec un Iran qui cherche à instrumentaliser les chiites irakiens parce qu'il les avait hébergés sous Saddam Hussein et qui reprennent aujourd'hui le pouvoir. Et les sunnites qui seraient soutenus par l'Arabie saoudite? Oui, mais avec beaucoup moins d'arrogance. L'Arabie finance, l'Arabie aide, soutient, alors que l'Iran est présent à Bagdad de la façon la plus comment dirais-je, la plus explicite. Et l'Iran connaît tous les dirigeants, les nouveaux dirigeants, pour les avoir hébergés, connaît leurs familles. Ces dirigeants, pour avoir vécu entre 20 et 25 ans à Téhéran, connaissent le farsi. Bref, il y a une trop grande proximité entre les dirigeants au pouvoir aujourd'hui à Bagdad, les chiites, et l'Iran. Michel Goya, est-ce que vous craignez également une guerre civile, une nouvelle guerre civile en Irak? Alors l'un de vos interlocuteurs, Shadi, dans ce document, disait la solution, ça pourrait être la partition. Hein. Oui, c'est quelque chose que l'on évoque depuis longtemps, qu'on a évoqué au moment de la première guerre civile, en 2006 en particulier. C'est quelque chose qui est effectivement possible. Bon, il faut rappeler quand même que le pays est déjà partagé, parce que le Kurdistan, de fait, est indépendant depuis 1992. Hein. Donc déjà... Je ne sais pas si on peut peut-être revoir une carte pour nos téléspectateurs qui voient bien les régions sunnites, chiites. Le Kurdistan est très autonome, sinon indépendant. On ne déclare pas indépendant pour ne pas fâcher les voisins, essentiellement la Turquie. Maintenant, alors comment on en est arrivé là? Il y a une responsabilité américaine. Le fait de chasser ils ont complètement perturbé les équilibres antérieurs qu'on pouvait discuter, mais enfin ils ont chassé du pouvoir effectivement les sunnites et même certaines parties du monde sunnite, certaines tribus, les Tikriti par exemple, ou la famille de Saddam Hussein. Ils ont chassé ces gens-là du pouvoir. Ils ont accentué encore même cette marginalisation des sunnites en supprimant le parti Baas, qui était dominé par les sunnites, en supprimant l'armée, qui est également un instrument dominé par les sunnites, tous les instruments de sécurité. Donc ils ont fait basculer effectivement des centaines de milliers de sunnites dans la rébellion, dans la résistance. Il y a une responsabilité chiite. Effectivement, les chiites, mécaniquement, par les nouvelles institutions mises en place, sont arrivés au pouvoir, et parmi eux, les grands partis chiites, hébergés pendant des années en Iran, donc proche de l'Iran. Au passage, finalement, le parti le plus national, le plus patriotique, je dirais, c'est encore l'armée du Mahdi de Sadr, qui est un mouvement national. Et ensuite, il y a la responsabilité d'Al-Qaïda, et notamment d'Abu Musab al-Sarkawi, donc le leader d'Al-Qaïda, qui a volontairement joué cette politique du chaos, de lutte contre les chiites. Et tout ça, on arrive à une situation qui a basculé déjà dans le chaos en 2006, qui pourrait à nouveau basculer aujourd'hui dans le chaos? Oui, on est une sorte de situation de chaos suspendu d'une certaine façon depuis un certain temps. Et tout peut basculer très vite. Antoine, est-ce qu'on peut craindre, je le disais au début de cette émission, il y a eu plus de 70 morts aujourd'hui en Irak. Le 22 décembre, il y a une 60aine de morts aussi dans diverses attaques. Est-ce qu'on peut craindre des représailles de la part de la communauté sunnite, puisque là, précisément, ce sont des chiites qui ont été visés? Oui, les sunnites modérés ont été exclus. Et dès lors que le dernier soldat américain ait quitté l'Irak, eh bien, le vice-président de la République, Al-Hashimi, a failli rentrer en prison. Il s'est enfui au Kurdistan et s'est réfugié chez Talabani sous sa protection pour échapper à la prison. D'autres dirigeants sunnites ont failli subir le même sort, alors ils se sont évaporés. Ce qui veut dire, c'est que Al-Maliki est un homme
aussi autoritaire que Saddam, sans montrer jusque-là le côté sanguinaire de Saddam, pas pour l'instant. Et il a un agenda caché apparemment. Il veut contrôler l'ensemble du pouvoir. Il pense pouvoir sévir. Et puis il pense sans doute à la structure régionale, à l'alliance régionale. Il veut aussi sauver le régime syrien d'Assad qu'il avait hébergé à une certaine époque. Donc, et dans cette perspective, les modérés sunnites sont marginalisés. Qu'est-ce qui fait face aujourd'hui au militantisme chiite? Et c'est le retour d'Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda aujourd'hui, c'est du pain béni pour les extrémistes sunnites pour venir dire à l'ensemble de la communauté, regardez ce que font de vous Maliki et l'Iran, donc il faut leur opposer la force, la violence, voire le terrorisme. C'est ça le risque d'aujourd'hui. Shadi. Sans toujours oublier la responsabilité des États-Unis qui occupaient ce pays, les États-Unis n'ont pas réussi leur pari d'instaurer un modèle irakien, ce qu'ils disaient avant, ce qu'ils espéraient faire avant. Donc la grosse responsabilité des États-Unis maintenant, la réponse sunnite plutôt des provinces sunnites aujourd'hui, c'est la réponse de se dire autonome. L'autonomie est garantie par la constitution irakienne. Elle est écrite dans la constitution irakienne, de régions ou provinces vont être autonomes. C'est un Irak ça c'est dans la constitution, mais fédéral. le gouvernement central irakien ne veut pas en entendre parler. Il refuse jusqu'à maintenant, pour le moment, il refuse. C'est un projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée depuis des années maintenant. Il y a le modèle du Kurdistan qui peut être suivi, et c'est dans la Constitution. Mais il y aura à ce moment-là deux problèmes. Le premier, c'est la délimitation des provinces. Et quand on parle de délimitation géographique, on pense tout de suite à l'eau et au pétrole et au gaz. Donc, Al-Anbar... On voit bien que d'ailleurs qu'à Kirkouk, le problème n'a toujours pas été résolu. La ville de Kirkouk est une grande ville pétrolière en Irak. Absolument. Donc Kirkouk, ça sera un gros point d'interrogation entre à qui appartient Kirkouk. Pour les Kurdes, c'est leur Jérusalem. Et Kirkouk est extrêmement riche en pétrole, en hydrocarbures. Il y va de même pour le problème de l'eau, parce que l'eau transite par le Kurdistan et par Al-Anbar, la province sunnite, qui, elle, est très pauvre jusque-là en termes de découverte d'hydrocarbures. Ils n'ont qu'un gisement gazier à la frontière de la Syrie qui est jusque-là substantiel. Pour le reste, le pétrole et le gaz se trouvent soit dans la partie kurde, soit dans la partie chiite du sud du pays. Alors je vous propose qu'on parlait justement des Américains, parce que cette recrudescence de la violence intervient peu après le départ des Américains. Et à la mi-décembre, précisément le 14 décembre, eh bien, Barack Obama s'est exprimé sur cette guerre en Irak. C'est à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Le président, vous allez l'entendre, qui estime que les Américains laissent derrière eux un Irak stable et que cette mission est un succès. On l'écoute. Il est plus difficile de terminer une guerre que d'en commencer une. Et tous les efforts qu'ont concédés les troupes américaines en Irak, les combats, les morts, la reconstruction, l'entraînement et la collaboration, tout cela a conduit au succès que nous connaissons aujourd'hui. L'Irak n'est pas un lieu parfait. Le pays a encore de nombreux défis à relever. Mais nous laissons derrière nous un pays plus stable et autonome, avec un gouvernement élu par son peuple. Michel Goya, quand on voit quand même ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut quand même pas parler de succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, là, on est dans le discours, évidemment. Il faut quand même rappeler les objectifs de cette opération américaine, cette intervention américaine. C'était détruire, éliminer la menace d'armes de destruction massive. Qui n'ont jamais existé. On les cherche toujours. Éliminer la menace d'Al-Qaïda. Finalement, ce sont les Américains qui ont amené Al-Qaïda indirectement sur le sol irakien, puisqu'il n'y avait aucun lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Et puis, finalement, un objectif un peu de raccro, je dirais, c'est établir la démocratie dans ce pays. Et là, vous trouvez qu'ils ont réussi ? C'est une démocratie, effectivement, mais c'est une démocratie instable, c'est une démocratie fragile, très imparfaite, qui n'a pas suscité une classe politique et une culture politique d'une véritable démocratie. On est quand même avec l'Irak, c'est avec l'Afghanistan, par hasard, le pays le plus, dans la classe politique la plus corrompue au monde.
je crois qu'ils sont classés 174e voilà, ils sont avant-derniers, ils sont juste avant l'Afghanistan. Ouais. Donc ils n'ont pas créé cette culture politique. Il y a un sentiment que lorsqu'un parti arrive au pouvoir, il confisque l'ensemble du pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée des chiites à la fin de 2005. Il faut ajouter là-dessus des institutions qui sont un peu boiteuses, où il faut 6 mois pour former un gouvernement, quoi. Ça a été une des causes de la guerre civile. C'est-à-dire que lorsque à la fin des premières élections, les chiites sont arrivés au pouvoir, il a quand même fallu 6 mois avant que le Maliki devienne Premier ministre. Et puis aujourd'hui, il faut quand même dire qu'une partie du gouvernement a aussi boycott aujourd'hui, notamment les sunnites, boycott aujourd'hui le gouvernement de Maliki. Donc on est en pleine crise politique. Antoine Badou, je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que vient de dire Michel Goya, qui dit qu'évidemment ce n'est pas un succès du côté des Américains, mais que malgré tout, ils ont quand même instauré une démocratie, même si elle reste imparfaite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le discours d'Obama est celui d'un patriote. C'est le commandant en chef de l'armée. Aux États-Unis, on aime les armées et il ne peut pas dire que c'était un échec puisque les Américains ont laissé derrière eux 5000 soldats morts et plusieurs dizaines de milliers de soldats blessés avec près de 1000 milliards de dollars de pertes pour cette guerre. J'ajoute que Obama est en campagne électorale. Il ne peut pas casser tout ce qui a été fait depuis 2003. Il faudrait aussi... Ne me coupez pas, laissez-moi finir s'il vous plaît. Et on ne peut pas construire des démocraties sans démocrates. Donc d'abord, il faut que le peuple ait cette fibre démocratique et cette culture démocratique pour créer une démocratie. J'ajoute que dans des élections, quand les gens reçoivent des ordres par fatwa en disant si vous ne votez pas pour tel candidat de tel parti, Dieu ne vous aimera pas, ne vous accueillera pas dans son paradis. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Et enfin, les dernières élections ont donné la majorité à l'anti-Maliki qui était Allawi, Al-Arabi, la liste de Allawi. Il l'avait devancé de 2 voix, mais à cause de l'interventionnisme iranien et des manipulations et des manœuvres iraniennes, Al-Maliki a gardé le pouvoir pour un 2e mandat alors qu'il était arrivé en second lors des élections. Alaoui qui est chiite également. Qui est chiite, mais qui est ratiste beaucoup plus large, qui est une personnalité du paysage politique très bien accueillie par les sunnites. Je voulais juste rappeler que le même Barack Obama, à l'époque où il était sénateur, parlait de ce conflit en Irak comme un échec et qu'il fallait tout de suite, dès 2006, qu'il fallait tout de suite quitter le pays, quoi. Donc on voit bien que, alors que la situation n'a pas juste en termes de sécurité, de passer de 1700 attentats par mois à 50, ça peut me sembler comme une petite réussite pour les Américains, même si c'est eux-mêmes qui ont apporté ces attentats avec eux d'Al-Qaïda. Cette réussite est due aussi en grande partie au retournement d'une grande partie au mouvement du Sawa, au retournement d'une partie de la communauté sunnite modérée, qui finalement ont accepté de cesser le combat contre les Américains et se sont retournés contre Al-Qaïda, les mouvements terroristes. Donc c'est quand même la sécurité et le succès de ce qu'on appelle le surge est quand même dû surtout aux sunnites, plus que finalement aux Américains. Les seuls qui disent aujourd'hui que le retrait des Américains était précipité et qu'il ne fallait pas qu'ils partent comme ça. Ah voilà, donc ça, parce que vous qui étiez justement en Irak là très récemment, on va aussi savoir ce que pense aujourd'hui le peuple américain, du peuple irakien, pardonnez-moi, du départ des Américains. Est-ce qu'ils sont soulagés? Est-ce que c'est l'occupant aujourd'hui qui part ou est-ce qu'ils craignent au contraire ce départ en raison d'un vide sécuritaire? Dans la rue, évidemment, ils sont tous soulagés, contents de ce départ de l'occupant. Ils ont célébré même, surtout dans Sadr City, dans les régions chiites. Alors que si on passe de l'autre côté à Al-Anbar ou bien à Salah ad-Din, les sunnites qui ont combattu auprès des Américains, qui ont eux-mêmes contré Al-Qaïda, se sentent délaissés par les Américains aujourd'hui et sans aucune protection contre Al-Qaïda qui existe toujours, contre les insurgés qui entrent des fois par la Syrie, par l'Arabie Saoudite, qui sont toujours dans cette province qui constitue un quart de l'Irak, Al-Anbar. Il faut souligner là aussi la responsabilité d'Al-Maliki parce que les Américains lui avaient demandé d'intégrer les gens de Sahwa dans les forces de police, dans l'armée, pour... Cette milice sunnite, on rappelle, pour nos téléspectateurs. Qui a combattu Al-Qaïda à l'époque du surge du général Petraeus et qui a réussi à éradiquer Al-Qaïda. Bien, aujourd'hui, ces gens ne sont pas soutenus par l'État et sont attaqués
par Al-Qaïda. Donc ils sont doublement victimes et les Américains n'ont pas réussi à faire plier Maliki là-dessus parce que Maliki a en tête l'idée d'un Irak, je dirais, où les structures du pouvoir restent purement chiites avec une couverture sunnite, mais seulement pour amuser les galeries et non pas pour exercer un pouvoir. Michel Goya, je repose la question quand même par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, ces différentes attaques qui ont visé la communauté chiite. Tout d'abord, qui peut être derrière ces attaques? Est-ce qu'on peut craindre des représailles? Alors, qui derrière ces attaques, il y a Al-Qaïda, mais il n'y a pas qu'Al-Qaïda, il y a d'autres mouvements, Ansar al-Sunna et des organisations radicales qui avaient été en retrait. Des organisations sunnites? Oui, qui avait été mise effectivement en retrait, qui reviennent. Bon, c'est pas nouveau. Des attentats, il y en a eu quand même un certain nombre là, pendant toute l'année, qui reviennent. Et s'ils reviennent, si elles sont capables à nouveau de faire des actions de grande ampleur, c'est qu'il y a aussi des complicités dans la communauté sunnite. C'est-à-dire qu'on retolère encore un petit peu leur présence d'une certaine façon. Alors des actions de représailles, oui. Le risque, c'est qu'on se retrouve dans la situation de fin 2005, de 2006, où vous avez dans Bagdad en particulier, dans l'ensemble de l'Irak, mais surtout à Bagdad, vous avez une sorte de guerre de rue entre l'armée du Mahdi et les organisations radicales sunnites pour contrôler la population, contrôler les rues. Ça a été terrible. Il y avait un millier d'assassinats par mois. Et vous croyez à ce scénario justement de guerre civile? Alors là aussi, il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé, c'est l'armée irakienne. C'est-à-dire que les Américains ont construit un instrument régalien de sécurité, une armée irakienne puissante. Maintenant, cette armée irakienne, à dominante chiite par ailleurs, est-ce qu'elle est capable de fonctionner sans les Américains? C'est aussi une question. C'est-à-dire que ces 40 000 Américains qui étaient encore présents, les unités de combat américaines sont parties depuis un an. Donc c'était des gens qui étaient des conseillers, qui assuraient la logistique, les appuis dans cette armée irakienne. Est-ce qu'avec le départ de ces Américains, cette armée irakienne est capable de fonctionner? Est-ce qu'elle peut se fractionner? Est-ce qu'elle peut se diviser suivant les différentes obédiences, suivant les différentes fidélités? On voit déjà une forme de fractionnement. Maliki qui a pris la main sur les forces qui sont à Bagdad, par exemple, qui les commande directement, sans passer par l'état-major. Donc ça, c'est aussi une inconnue. C'est aussi une inconnue. Et que pensent les généraux irakiens également de la situation? Est-ce qu'il n'y a pas la tentation aussi pour eux d'un coup de force? Il y a eu 7 coups d'État militaires dans l'histoire de l'Irak. Donc ça aussi, c'est une grande inconnue. L'armée irakienne est à même de prendre le relais, Antoine? Non, pas du tout. L'armée irakienne est embryonnaire. Il n'y a pas un esprit national. Il y a des chapelles. Et Al-Maliki refait un peu du Saddam dans ses débuts. Rappelez-vous que Saddam Hussein, quand il a envahi le Koweït en 1990, son chef d'état-major ne savait pas du tout cela. Le lendemain, en prenant sa voiture pour aller au ministère, il a mis la BBC. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Que son armée, à lui, est arrivée à Kuwait City, la garde républicaine. Donc il était censé la commander. Aujourd'hui, Al-Maliki refait du Saddam en cherchant à contrôler l'état-major, en mettant que des fidèles, en leur donnant énormément de pouvoir, au détriment de ce qui est une hiérarchie militaire pyramidale. Il ne connaît pas ça, il n'a pas envie de se fier à une armée constituée selon les règles d'un état de droit. Le tableau que vous nous dépeignez quand même, Antoine, est plutôt noir, écoutez, que ce soit la personnalité de Al-Maliki. 70 tués aujourd'hui. Tous les jours, il y a des bombes, des attentats. Et Al-Maliki, qui ne reconnaît pas le suffrage universel, le verdict du suffrage universel, qui exerce le pouvoir Maliki, on le rappelle quand même, qui a quand même été soutenu par les Américains, qui a quand même joué double jeu. D'un côté, il allait à Téhéran, et de l'autre côté, il allait voir Barack Obama, qui l'accueillait quand même à bras ouverts. Mais à Téhéran, il a enlevé la cravate pour aller voir l'ayatollah Khamenei. Et à Barack Obama, à la dernière visite, il lui a tenu tête et c'est Barack Obama qui a cédé. Donc c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui est opportuniste et qui veut exercer le pouvoir. Pour l'instant, il n'est pas aussi sanguinaire que l'était Saddam à ses débuts. Mais la question aussi qui se pose pour l'armée, il y a plusieurs armées, il n'y a pas qu'une seule armée. C'est le vrai problème. Et en parlant de Maliki aussi, les gens parlent aussi d'un deal qui a été fait avec les Américains pour le départ des Américains. On vous livre l'Irak, vous,
c'est-à-dire l'Iran aussi, et juste garantissez-nous la sortie sans qu'il y ait des attentats, parce qu'il ne faut pas oublier, les Américains sont sortis de ce pays sans un seul attentat. Il n'y a pas eu un seul attentat contre les Américains à la sortie. Alors qu'ils étaient là, sur les rues, on les voyait, on les filmait. On parle de deal avec Maliki pour livrer le pays des Américains, livrer le pays aux Iraniens. Michel Goya, un dernier mot encore pour un dernier tour de table. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que peut l'être Antoine Bazbouz, qui n'a pas grandement confiance, on l'a compris, enfin il n'est peut-être d'ailleurs pas le seul, en Nouri al-Maliki, quand on voit cette recrudescence de la violence aujourd'hui en Irak, après le départ des Américains, vous voyez comment l'avenir du pays, un pays qui va aller tout droit vers la partition, ou qui va retomber d'une certaine manière sous le joug d'un homme, peut-être une sorte de Saddam Hussein chiite? Oui, bon, j'avoue que je partage ce point de vue. Je suis assez pessimiste sur l'avenir de ce pays. Ça fait Maliki est au pouvoir depuis tout début de 2006. Lui, les principaux dirigeants qui sont en place ont gelé la situation. Les principaux problèmes n'ont pas été résolus. Les tensions, les Américains finalement servaient un petit peu de clé de voûte, avaient un peu remplacé Saddam Hussein comme clé de voûte de la sécurité dans le dispositif. Là, ils sont partis. Et oui, je suis assez pessimiste sur l'avenir. L'échec américain d'instaurer un modèle irakien, c'est un vrai échec. Moi, je suis aussi pessimiste. Antoine? Bon, d'abord, je voudrais rendre hommage au reportage que nous venons de voir, de découvrir, c'est très bien. Et je voudrais ne pas insulter l'avenir et dire qu'on ne construit pas sur les décombres d'un régime totalitaire comme celui de Saddam du jour au lendemain. Aujourd'hui, les Kurdes se sont sortis par le haut, avec une expérience qui remonte à 92. Ils étaient protégés par la communauté internationale pour créer le Kurdistan. Les sunnites semblent vouloir franchir ce pas-là, mais il y a encore beaucoup de réglages à faire entre les trois communautés. Mais surtout, ce qui est pénible pour les Irakiens, c'est de voir combien le poids des Iraniens et de leurs services se trouve aujourd'hui à Bagdad, à Najaf et dans l'ensemble du pays, et combien Téhéran décide de l'avenir de Bagdad et de l'Irak. Et vous pensez que les Irakiens en ont conscience, ça, l'Irakien de la rue, que Téhéran tire les ficelles? Oui, absolument. Mais les Iraniens disent aux chiites irakiens, si on ne vous protège pas, si vous ne vous désadossez pas à nous, eh bien vous allez être maltraités par les sunnites et les Arabes du Golfe vont les aider pour reprendre le pouvoir. Donc il y a ce manque de confiance entre les communautés qui fait qu'aujourd'hui l'Iran a une carte majeure et qu'elle joue de façon magistrale à Bagdad. Bon, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette intervention militaire américaine de 2003 est loin d'avoir été un succès. C'était une guerre idéologique et les guerres idéologiques sont toujours vouées à l'échec. Et la France qui avait peut-être raison finalement dans cette histoire, si on réécoute aujourd'hui 2000 de Villepin aux Nations Unies. Il n'est pas dit que les Américains devaient rentrer dans le mur comme ils l'avaient fait en dissolvant l'armée du jour au lendemain sans laisser de structure pour gouverner ce pays, alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas l'arabe et n'ont personne pour remplacer les soldats de Saddam et la police de Saddam. Ils auraient dû faire par exemple un coup d'État, changer les chefs, mais garder la structure pour pouvoir gouverner l'Irak sans le bouleverser. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Goya? Tout à fait, oui. Ils ont détruit finalement l'édifice, la société. Ils ont fait des ravages considérables dans la société, en grande partie par l'idéologie aussi. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de l'Irak, de l'avenir de l'Irak. Merci à Chadi Chlela et à James André, vous avez tourné ce reporter, un beau document que vous pouvez d'ailleurs revoir ce soir sur notre antenne à 21h40, heure de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h10 pour une semaine dans le monde. Nous serons notamment avec Ziad Limam, Yvan Réoufol, Marc Semo pour décrypter toute l'actu de la semaine. Très belle soirée. Après 9 ans d'occupation, les derniers soldats américains ont quitté l'Irak. Ils laissent le pays à un peuple déchiré. Sunnites, chiites, le destin du pays est entre leurs mains. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Résurgence des milices, spectre d'une guerre confessionnelle. L'Irak en crise, aujourd'hui à 21h45, heure de Paris, sur France 24.